Hello, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on part faire une expo bien particulière. Nous sommes à l'épisode 3 sur 5 de notre aventure à Londres qui s'est déroulée en septembre dernier. Et à tous mes fans de Downton Abbey, cette vidéo est faite pour vous. Nous sommes allés à la vente aux enchères de Bonhams et on en a pris plein les yeux. Quel bonheur de pouvoir admirer les costumes de cette série culte. Je vais essayer de ne pas vous spoiler, mais ça risque d'être compliqué au vu de certaines tenues. Pour ma part, j'ai commencé les 3 premières saisons et je n'ai pas encore terminé la série. Il faut absolument que je continue, mais pour le moment, je suis tellement traumatisée de l'histoire autour d'Anna Smith que j'ai préféré faire une pause. Parce que j'arrêtais pas de pester devant mon écran en disant « Mais laissez-les en paix, les pauvres !» Allez, venez avec moi dans ce lieu exceptionnel chez Bonhams à Londres, où une partie des costumes et des accessoires originaux de la série sont exposés avant d'être dispersés aux enchères. C'est d'ailleurs la dernière fois que tous ces objets seront réunis dans la même pièce. Et qui dit costume et expo, on a décidé de se costumer pour l'occasion. Laïe porte une tournure et pour ma part une robe 1895, pas du tout dans le thème de la série, vous allez me dire, mais nous n'avons pas encore de costume d'époque 1910-1920, donc on a fait avec ce qu'on avait. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, Downton Abbey est diffusée pour la première fois en 2010. La série raconte la vie de la famille Crowley et de leurs domestiques entre 1912 et la fin des années 1920. Ce qui fait son succès, ce n'est pas uniquement les intrigues familiales, c'est aussi la manière dont la série raconte les grands bouleversements de la société britannique, comme par exemple le naufrage du Titanic, la Première Guerre mondiale, l'émancipation des femmes, l'arrivée de l'électricité, de l'automobile ou encore le déclin progressif de l'aristocratie. En 6 saisons et 3 films, la série est devenue un véritable phénomène international, regardé par plus de 120 millions de spectateurs à travers le monde, et elle a été notamment récompensée par de nombreux Emmy Awards ou des Golden Globes. Cette exposition n'a pas été organisée comme ce que l'on voit d'habitude dans les musées, car tous les objets sont ici pour une raison bien particulière, et ont chacun une petite étiquette avec un numéro qui permettait d'enchérir sur l'objet de votre choix et de repartir avec à la fin de la vente des semaines plus tard. Bonhams est l'une des plus anciennes maisons de vente aux enchères britanniques. Cette vente regroupait plus de 260 objets comme des costumes, des accessoires et des décors ayant réellement servi pendant le tournage. L'exposition est gratuite et permettait au public de voir ces pièces une dernière fois avant qu'elles ne rejoignent des collections privées partout dans le monde. Et selon moi, pour faire une série ou film, les costumes jouent énormément. Cela permet d'être imprégné de l'ambiance et cela dévoile beaucoup de choses sur les personnages, plus que l'on ne pourrait penser. Beaucoup de costumes de la série ont été réalisés spécialement pour cette série, d'autres proviennent de célèbres maisons de costumes anglaises comme Angel Costume, que nous avons visité justement la veille, et je vous mets dans le petit i en haut à droite la vidéo afin de la revoir. Comme pour beaucoup de costumes de la série, les créateurs ont chiné dans des boutiques vintage différents éléments de ces robes ou de ces costumes, un sourcing bien vite compliqué par le succès de Downton Abbey qui eut pour conséquence un goût accru du public pour la mode des années 20.
La plupart des costumes ont été créés sous la direction de la costumière Anna Mary Scott Robbins. Son travail consistait à respecter l'histoire tout en rendant les personnages immédiatement reconnaissables. Je cite: « Les costumes devaient sembler authentiques, mais aussi fonctionner devant une caméra moderne. Les costumes étaient les stars, 300 étaient nécessaires par saison, minutieusement étudiés et réalisés au fur et à mesure par 3 costumiers principaux. » Et là, vous allez me dire, mais pourquoi vendre ces costumes après 15 ans ? Tout simplement parce que Downton Abbey touche à sa fin, le 3e film marque la conclusion définitive de l'aventure. Plutôt que de laisser dormir ces milliers d'objets dans des réserves, les producteurs ont choisi de leur offrir une seconde vie auprès de collectionneurs et des passionnés. Le tableau des sonnettes installé dans les quartiers des domestiques est probablement l'objet le plus emblématique de toute la série. Lors de la vente, il dépassa très largement toutes les estimations pour devenir le lot le plus cher. Ce tintement caractéristique aura rythmé chaque épisode de la série. Il était estimé entre 5 000 et 7 000 livres. Il s'est finalement vendu pour 216 300 livres, environ 250 000 €. La robe de mariée portée par Lady Mary lors de son mariage avec Matthew Crowley, lors de la saison 3, a été initialement estimée entre 3 000 et 5 000 livres et a été vendue 27 760 livres, soit environ 25 000 €. Mais ce n'est pas le seul objet dont les prix se sont envolés aux enchères. En effet, tous les objets ont trouvé preneur, rapportant plus de 1,7 million de livres, soit à peu près plus de 2 millions d'euros. Les 267 costumes, éléments de décor et accessoires ont été vendus, le montant total de ces enchères atteignant 6 fois l'estimation initiale de la maison. La 3e sœur Crowley n'est pas en reste avec la mise aux enchères d'une des tenues les plus célèbres de Lady Sybil. La tenue était estimée entre 3 500 et 5 800 €. C'est le sarwell porté en signe de rébellion face à une famille peu habituée aux vestiaires orientales et aux pantalons pour les femmes. Les costumiers se sont inspirés de la collection de pantalons dits de harem, créé par le couturier Paul Poiret en 1911, lui-même inspiré par les costumes des ballets russes. La voiture estimée entre 25 000 et 30 000 livres et en parfait état de marche, s'est quant à elle envolée pour 172 500 livres, soit environ 198 800 €. Les recettes de la vente des objets de la série doivent être reversées à une organisation caritative britannique, Together for Short Lives, en faveur d'enfants malades. D'ailleurs, pourquoi Lady Sybil est la plus moderne des 3 sœurs ? Parmi les 3 sœurs Crowley, Lady Sybil est sans doute celle qui reflète le mieux les changements de son époque. Dès les premières saisons, ses costumes sont plus simples, ses couleurs plus audacieuses et ses coupes plus modernes, et ce n'est pas un hasard. Sybil est comme une suffragette convaincue, elle souhaite travailler, conduire une automobile, devenir infirmière pendant la guerre et choisir elle-même son mari. Toute sa garde-robe accompagne cette évolution. Sa célèbre tenue harem inspirée des créations du couturier Paul Poiret choque d'ailleurs profondément sa grand-mère Violette. Pourtant,
Cette silhouette annonce déjà la mode des années 1920. Les costumiers utilisent ici les vêtements comme un véritable langage. Avant même qu'un personnage parle, ces vêtements racontent déjà sa personnalité. Pourquoi Violette porte-t-elle toujours des manches longues et des couleurs plus sobres ? Violette Crowley semble ne jamais suivre la mode et c'est précisément le but. Elle appartient à une génération plus ancienne. Les costumiers ont donc choisi de conserver chez elle une silhouette édouardienne et ne pas la faire évoluer car elle est toujours attachée à cette époque révolue. Là où Marie ou Edith voient leur robe évoluer au fil des saisons, Violette reste fidèle aux dentelles, aux manches longues, au col haut et aux tissus lourds. Ses couleurs sont souvent sobres, prunes, noir, gris, bleu nuit ou violet profond. Ce contraste visuel rappelle constamment que Violette représente les traditions d'une aristocratie qui voit lentement son monde disparaître. Même sans connaître l'histoire de la mode, le spectateur comprend instinctivement que ce personnage appartient à une autre époque. Et d'ailleurs, je crois que ce qui rend cette exposition si émouvante, ce n'est pas seulement la beauté des costumes, c'est qu'on réalise qu'ils ont réellement accompagné les acteurs pendant plus de 15 ans. Ces objets ont traversé l'histoire d'une famille comme des mariages, des guerres, des deuils, des bals. Ils ont participé à raconter une histoire qui a marqué des millions de spectateurs. On peut notamment s'être attaché aux personnages, tout comme aux acteurs eux-mêmes d'ailleurs. Je pense notamment à Maggie Smith, qui est une actrice que j'adorais et je vous avoue que cela m'a fait quelque chose de voir les costumes qu'elle a pu porter. Et si les robes somptueuses du côté noble fascinent, les tenues des domestiques sont tout aussi riches et intéressantes à observer. Car cela permet de mieux comprendre comment les costumes racontent à eux seuls toute une hiérarchie sociale et une époque. Rien n'est laissé au hasard, la couleur, la coupe, les tabliers ou les détails indiquent immédiatement le rôle et le rang de chaque personne. On distingue clairement les tenues du matin réservées aux tâches salissantes et celles de l'après-midi et du soir un peu plus formelles. Avec les années, on voit aussi l'évolution de la mode, les silhouettes se libèrent légèrement, les ourlets remontent, reflétant les grands changements sociaux des années 1910 à 1920. On peut remarquer par exemple au départ avec Anna Bates, la femme de chambre de Lady Mary, qu'elle porte une robe sobre avec un tablier simple pour les tâches du matin. Plus tard, quand elle monte en grade, elle passe à une robe noire élégante sans tablier, signe de son statut supérieur. Ces tabliers sont souvent plus raffinés que ceux des autres servantes avec des fronces plus délicates, ce qui montre sa proximité avec la famille Crowley. Mrs. Hughes, la gouvernante, incarne l'autorité. Elle est presque toujours vêtue d'une robe sombre, souvent noire ou grise, avec un col et des poignets blancs impeccables. À sa ceinture, on remarque fréquemment sa chaîne de clés, la fameuse châtelaine, véritable symbole de son pouvoir dans la maison. Du côté des hommes, Mr. Carson représente la tradition. Il porte un costume noir 3 pièces très formel, parfois une queue de pied le soir. Sa tenue est proche de celle des gentlemen,
mais avec des tissus légèrement moins luxueux, ce qui maintient la distinction sociale. Mr. Bates, le valet, adopte un style discret et élégant, et sa tenue reflète parfaitement son caractère loyal et réservé. Les valets de pied en général sont choisis pour leur prestance. Leurs uniformes colorés et imposants servaient littéralement à montrer la richesse de la famille Crowley aux invités. Ce qui est remarquable, c'est le niveau de recherche historique. La costumière Anna Robbins et son équipe ont veillé à ce que chaque détail soit crédible. Usure légère sur les vêtements du quotidien, qualité des tissus selon les rangs, et même la façon dont les domestiques fabriquaient ou ajustaient elles-mêmes leurs uniformes, que l'on voit faire plusieurs fois dans la série. Il paraît également que les tenues des domestiques n'étaient pas lavées afin de pouvoir garder cet effet d'usure. T'as pas des noisettes à me donner? Et après toutes ces émotions, nous sommes allés prendre un repas que nous avons finalement mangé à l'appartement. J'ai commencé à me sentir vraiment pas bien sur les coups de midi après l'exposition. Je crois que le stress de la veille avec le logement a commencé à retomber et j'ai commencé à avoir une belle migraine. Laïe étant dans le même état, nous avons décidé de ralentir un peu et de prendre du temps pour nous avant de reprendre la route, direction le musée du Victoria et Albert où une surprise nous y attendait. Le musée est immense et se compose de plein de niveaux différents. Si je devais vous donner un lieu à voir et que tout passionné d'histoire du costume devrait visiter au moins une fois dans sa vie, c'est probablement le Victoria and Albert Museum. Situé au cœur de Londres, le V&A abrite l'une des plus importantes collections d'art décoratif au monde. Mais pour les amateurs de mode historique, une galerie en particulier attire tous les regards, celle consacrée à la mode. La collection des costumes est la plus complète en Grande-Bretagne, contenant plus de 14 000 tenues et accessoires, datant principalement de 1600 à nos jours. Et quelle ne fut pas notre déception d'apprendre que ce niveau était fermé pendant plus de 2 ans, le temps qu'il se refasse une beauté. La migraine étant toujours là, on était donc plutôt contente d'avoir pris du temps pour nous, parce que finalement on n'a pas loupé grand chose, mais étant sur place, on a quand même visité quelques pièces histoire de ne pas être venu pour rien. Le musée est fondé en 1852 à la suite de la Grande Exposition de Londres de 1851. Son objectif est alors très différent de celui d'un musée traditionnel. Il ne s'agit pas seulement de conserver des œuvres, mais aussi d'inspirer les artisans, les créateurs et les industriels britanniques. Au fil des décennies, le musée reçoit des dons de grandes familles aristocratiques, de maisons de couture et de collectionneurs privés. Aujourd'hui, sa collection compte des dizaines de milliers de vêtements et d'accessoires, même si une infime partie est visible du public.
Cette jolie petite robe empire m'a subjuguée. Voici ce qui est indiqué sur le cartel. Les robes à taille haute sont restées à la mode, utilisant une variété de tissus adaptés à la formalité des différentes occasions. La mousseline blanche était portée pour les tenues informelles, tandis que la soie brillante était réservée aux événements formels. Le tulle, ou appelé aussi filet, fabriqué à la machine, s'est révélé être un support idéal pour la broderie à la main, que ce soit avec de la soie contrastante, du fil métallique, des paillettes ou comme ici avec de la paille. Le tulle était alors un nouveau produit fabriqué en Angleterre et en France. Et il y avait aussi cette robe à l'anglaise qui date de 1785. Caractérisée par son dos ajusté près du corps, la robe à l'anglaise ou robe de style anglais était à la mode à travers toute l'Europe dans les années 1770 et 1780. Celle-ci est réalisée en coton peint aux couleurs vives et importée d'Inde via le port d'Amsterdam. Les cotons indiens étaient très prisés pour leurs couleurs vives et éclatantes, ainsi que pour leur prix compétitif, ce qui les rendait accessibles à un marché plus large. Elle est indiquée comme provenant de la République des Provinces-Unies, qui est aujourd'hui le Pays-Bas, marquée au poinçon de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. C'est ça qu'il n'y avait pas la dernière fois, je crois. Celui-là ? Ouais. Ah bah, il est trop beau. On dirait le truc de Richard. Ah oui. Et enfin le soir, nous avons soupé au Carlotta, qui est une très bonne adresse italienne qui nous a requinqué pour les prochains jours. En plus d'être un délice, l'ambiance sur place était vraiment super chouette. Et après les petits soucis qu'on a eus, c'était un vrai bonheur. Ce vlog touche à sa fin et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure londonienne. Et préparez-vous car on va voir beaucoup de belles choses encore. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures dans le temps. Voilà, donc c'est la vaisseau. Et réalisé au fur et à mesure par trois costumes. Minutieusement étudié et réalisé au fur et à mesure